printemps 1939. Alors que ce cher Ian Fleming avait embrassé une carrière de banquier londonien et pensait que sa vie ne se limiterait plus qu'à des allers-retours entre Ebury Street et la City, il fut cependant réveillé de sa léthargie routinière par un coup de fil de son frère Peter. Ce dernier était alors grand reporter au Times et, pour une raison quelconque, il fut dans l'indisponibilité de partir couvrir une mission parlementaire gouvernementale en URSS. En effet, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, différents ministres britanniques allèrent traiter d'arrangements diplomatiques capitaux avec le gouvernement stalinien. Fleming accepta, bien heureux de retourner à l'action comme à l'époque de Reuter, et retournera exceptionnellement à Moscou. Il partit donc en compagnie d'un autre journaliste, Sefton Delmer, du Daily Express, avec lequel il sympathisa. Ce dernier avait été célèbre pour avoir réussi à décrocher une interview d'Hitler au début des années 30. Mais James, j'ai besoin de toi. L'Angleterre aussi. Presque 6 ans après son premier voyage pour l'affaire Vickers, il retourna donc à l'hôtel National où il y retrouva le bar et ses accommodations qui ne changèrent pas d'un pouce, comme figés dans le temps. Mais une chose, elle, avait cependant changé. L'atmosphère. En effet, tout était devenu beaucoup plus étouffant qu'en 1933. Un homme lisant son journal, un cireur de chaussures, un balayeur dans la rue, une vieille dame à sa fenêtre, tous avaient une attitude suspecte. C'est bien simple. À présent, même les yeux du Borch, au déjeuner, semblaient épier tous les faits et gestes de l'étranger. La visite des ministres britanniques en terre rouge était capitale pour contrer la menace allemande qui se profilait. Il était temps, à présent, de définir la position du pays quant à la politique expansionniste d'Hitler et de ses bruits de sabre. À l'heure de Londres, Staline était forcément vu comme un allié. Mais au fur et à mesure que le temps passait, et au vu du comportement particulièrement glacial des responsables soviétiques, le doute commençait à envahir les esprits. Et si Staline avait choisi le camp des Allemands? Et s'il les trahissait? Cela signifierait que l'intégralité des forces militaires teutones serait alors concentrée sur le front de l'Ouest. Cela fait froid dans le dos, surtout si on repense à ce qu'il s'est passé à Guernica en Espagne 2 ans avant, quand la Luftwaffe a rasé entièrement un village basque à la demande de Franco. Cette mission diplomatique est donc, à la veille de la guerre la plus meurtrière du XXe siècle, un événement historique capital. Sauf que Ian Fleming s'en moque bien. Car bien qu'il dût s'acquitter de sa tâche de reporter, le suivi du congrès ne le passionna pas outre mesure, et on pouvait même dire que cela l'ennuyait profondément. En effet, pendant ce temps-là, à l'hôtel National, alors qu'au Kremlin les pourparlers s'enflammèrent, un envoyé du service diplomatique anglais fit irruption dans la chambre de Fleming pour l'avertir qu'il était invité à un dîner à l'ambassade américaine. En entrant dans la chambre, en pensant le voir affairé sur sa machine à écrire, il retrouva le bougre au lit avec une fort jolie Russe et il se fit illico envoyer paître, tout comme l'invitation protocolaire. Finalement, il n'y eut pas de scoop, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. Les Anglais étaient venus parler à Moscou pour rien, car les Soviétiques n'ont jamais exprimé leur penchant. Ils sont restés hermétiques tout au long des négociations, et les émissaires britanniques sont repartis comme ils étaient venus, sans aucune information. Ainsi, les 2 acolytes, Delmer et Fleming, repartirent eux aussi par le premier train venu pour Varsovie. Approchant de la frontière,
Ian surprit soudainement son compagnon d'affaires à se débarrasser de ses notes de presse, arrachant les petites pages de son carnet pour les déchirer en petits bouts et les jeter par la fenêtre. Fleming lui dit alors de les avaler, car c'est ce que font les bons espions. Or, quand la douane monta à bord du train à la frontière et fouilla les affaires de Ian, les agents soviétiques découvrirent un grand nombre de préservatifs locaux. La tension était alors palpable. Fleming pouvait très bien être emmené pour espionnage ou recel de biens. Mais au final, l'employé referma sa malle et, sans un mot, comme jugeant amoraux ces occidentaux décadents, il repartit comme si de rien n'était. Non pas que Fleming aurait voulu s'en servir à bord du train, mais il les avait gardés essentiellement pour les montrer à Londres et pour analyser la qualité du caoutchouc russe qui semblait exceptionnel, peut-être pour une société privée ou pour les services de renseignement. Connaissez-vous son mot historique? Lequel? L'État demande à chaque homme bien né de faire son devoir. C'est vrai qu'il a dit ça. Après coup, une fois la frontière passée, Delmer lui ressortira alors un magnifique « Tu aurais dû les avaler, c'est ce que font les bons espions, non ?» Delmer et Fleming devinrent ainsi d'excellents amis. Ils se reverront très souvent pour collaborer durant la guerre à un programme d'opération de propagande noire britannique, c'est-à-dire pour inonder les médias allemands d'informations paraissant officielles alors qu'elles étaient contrôlées pour rabaisser le moral ennemi. De nos jours, on appellerait ça de la désinformation ou des fake news. Lorsqu'il écrira Bon baiser de Russie, Fleming va bien évidemment beaucoup s'inspirer de ses voyages et de ses locaux qu'il aura croisés. Mais il va aussi piocher des idées dans des personnages célèbres de l'URSS et des actualités de son époque. Rosa Klebb est ainsi en partie basée sur le colonel Roubkina, un membre de l'Académie militaro-politique de Lénine, sur laquelle Fleming avait écrit un article pour le Sunday Times. Horrible femme. Oui, elle avait du piquant. Le personnage de Red Grant, le germano-irlandais, est le symbole même de la désaffection de certains occidentaux envers l'idéologie soviétique. Son personnage est de loin inspiré par l'affaire des membres du Foreign Office, Guy Burgess et Donald Maclean, lesquels étaient alors soupçonnés de haute trahison et d'espionnage pour le compte de la mère patrie soviétique. En 1951, Fleming était invité à un dîner mondain où ils attendirent le dénommé Burgess, sans qu'il ne se doute de quoi que ce soit. Il ne viendra jamais, car il était au même moment exfiltré en catimini par des membres du futur KGB. Et où comptez-vous l'emmener? Vous le sortirez comment? Désolé vieux, section 26, paragraphe 5, ultime nécessité. Je sais que vous êtes d'accord. En vérité, depuis leurs études à Cambridge, les deux hommes avaient été recrutés par un agent double britannique travaillant pour le compte de l'URSS. L'histoire choquera Fleming, qui se rendit compte que tout le monde pouvait cacher un agent secret sous son nez. Pour Ian, leur geste était totalement incompréhensible. Les Russes rêveraient, eux, de passer de l'autre côté. Comment quitter le pays le plus civilisé du monde pour rejoindre un Moscou déprimant qu'il avait alors découvert? Ainsi, dans le livre, Fleming relate alors le chassé-croisé idéologique entre la Russe Natalia Romanova, passant à l'ouest, et l'Irlandais Red Grant, passé à l'est. Alors, c'est vrai que nous sommes en route pour l'Angleterre. Oui, avec 2 jours de lune de miel devant nous. La lune de miel? Ah, Oh, je vais porter ça à Piccadilly. pas question. C'est défendu par les lois en vigueur. Quant au nom de Red Grant, lui, il est d'une origine totalement étrangère à l'URSS. C'est celui d'un simple guide jamaïcain.
Et pour le voyage en Orient Express, Fleming reprit l'histoire d'Eugène Karp, un agent du renseignement américain à Budapest qui, en 1950, faisait passer des documents importants. Il fut retrouvé mort dans un tunnel ferroviaire au sud de Salzbourg, en Autriche, où il avait certainement été exécuté par des assassins soviétiques et jeté hors du train sans aucune pitié. Le Spector, quant à lui, fut associé à la machine Enigma sur laquelle Fleming travaillait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ceci est encore une autre histoire. En conclusion, le Times ne publiera jamais rien des écrits de Fleming. Ce dernier d'ailleurs n'avait que très peu participé au colloque. À se demander ce qu'il faisait là-bas. À se demander si c'était véritablement du journalisme qui lui avait été demandé de faire dans cette ville de secret à Moscou.